Bonjour à tous, merci d'être ici à Grenoble École de Management pour cette conférence qui porte sur le paradigme africain de la puissance. Nous avons aujourd'hui l'honneur d'accueillir Monsieur Christophe Vallier, qui a été élu docteur de France de philosophie à l'âge de 23 ans sous la direction de Jean-Toussaint de Santi. Il a enseigné au Collège international de philosophie à l'invitation de Jacques Derrida, puis a vécu aux Comores, à Mayotte, à Madagascar et dans de nombreux pays africains. Il est actuellement professeur agrégé de philosophie en Île-de-France et depuis quelques années, il alterne entre conférences et l'écriture. D'ailleurs, son dernier roman, L'amante interdite, a été classé en 2014 dans les 50 meilleures ventes de livres selon le classement d'Artifnac. Donc vous aurez 15 minutes pour débattre avec l'invité à la fin de la conférence. Et je vais maintenant laisser la parole à Monsieur Christophe Vallier. Un micro. Oui. Allô? C'est mieux comme ça? Eh bien, tout d'abord, je vous remercie d'être présent cet après-midi. Il fait très très beau. J'ai vu qu'en arrivant, là j'arrive, j'étais un petit peu en retard. C'est très gentil d'être là, alors que le week-end a commencé, que vous pourriez être ailleurs, n'est-ce pas, au soleil, dans ces belles montagnes qui entourent Grenoble. J'aimerais saluer certains anciens étudiants qui sont ici, un ancien collègue qui est ici, que je viens de découvrir. Là. Donc c'est très gentil d'être là. Je ne savais pas que vous étiez là. C'est une surprise. Voilà, je vais commencer cette conférence. Et avant tout, j'aimerais vous remercier de vous intéresser à l'Afrique, car je fais souvent des conférences en Afrique, mais j'en fais rarement en France quand on parle de l'Afrique. Parce que l'Afrique est considérée comme un sujet qui intéresse les Africains et pas du tout les Européens, ce qui est une grave erreur. L'Afrique est une passion, c'est un amour. Si vous n'êtes pas allé en Afrique, faut y aller tout de suite. Hein. Prenez l'avion, vous allez débarquer dans un aéroport et puis vous allez être séduit tout de suite par un climat, par des gens, par des civilisations, par des peuples, par des langues. Et vraiment, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut trouver en Europe. Donc, si cette conférence est l'occasion de vous donner l'envie d'aller en Afrique, eh bien allez-y tout de suite, prenez le TGV, prenez l'avion demain matin, soyez à Dakar, puisque c'est quand même le plus près. Alors, le concept de puissance est un concept de relation internationale qui a longtemps été dominé par les relations européennes, par l'Afrique, par l'Asie, pardon, lapsus révélateur, par l'Asie, par l'Amérique ou par la Chine. Leibniz, dans un livre qui s'appelle Histoire chinoise, parle de la puissance et il ne parle que de l'Europe, que de la Chine. D'ailleurs, de façon visionnaire, il dit que la Chine entre dans un espace, dans un tunnel, mais qu'elle va en sortir dans 2-3 siècles. Nous y sommes exactement. Leibniz était assez visionnaire. Dans 15 jours, le 31 mars, il y aura à Dakar un prix qui va être remis. C'est un grand prix qui va être remis à un grand africaniste. Le prix va s'appeler New Face, excusez-moi de parler anglais, New African Face Award, qui va être décerné le 31 décembre à Dakar, au Sénégal, à la nouvelle, dit-il, dit le communiqué, grande figure africaine dont les idées, les actions et l'influence réinventent la puissance de l'Afrique, le panafricanisme, et promeuvent de nouveaux paradigmes pour une union politique et une intégration économique du continent africain. Son Excellence Jean-Claude de Lestrac, ancien ministre des Affaires étrangères de l'île Maurice, qui va recevoir, en présence de la plupart des chefs d'État africains, ce prix. Ça veut dire qu'on considère que l'Afrique maintenant est une puissance. Ce n'est plus un continent en voie de puissance, c'est un continent en puissance. Pourquoi? Eh bien parce que la question depuis la chute du mur de Berlin est la suivante. Comment accroître la puissance de ce continent à l'heure de la mondialisation? La domination en cours de l'Asie et du sous-continent indien risque de déboucher sur une hégémonie planétaire. L'Afrique demeure donc un des acteurs de sa puissance et non plus l'auteur principal de ces actes, puisque selon le schéma de Hobbes, que vous savez, les nations sont en rivalité permanente, les continents sont en rivalité permanente et les puissances sont en rivalité permanente. En conséquence, la puissance africaine est pour la première fois confrontée depuis 1960, et nous le voyons tous les jours, mais nous verrons justement quelle est la figure de ces puissances, confrontée à un risque de guerre militaire, de guerre économique. Pourquoi? Parce que
la puissance n'est plus la puissance d'un continent, n'est plus la puissance d'un pays, n'est plus la puissance d'une nation, mais transcende complètement ces anciens paradigmes. Les modèles réalistes et transnationalistes des théories des relations internationales doivent donc être repensés à partir d'un nouveau paradigme de la puissance qui est en train de se mettre en place actuellement en Afrique, afin de comprendre pourquoi et comment l'Afrique peut jouer un rôle dans la stratégie des nations en rivalité permanente, mais qui finissent par trouver un modus vivendi. Comment est-ce que la fragmentation de la puissance, qui était le cas en 1960 dans ces pays nouvellement constitués, comment est-ce que cette fragmentation de la puissance devient aujourd'hui un conglomérat de puissance qui ne pouvait pas apparaître avant 1989, puisqu'avant la chute du mur de Berlin, nous avions un monde bipolaire. Et que par conséquent, la puissance africaine était un coin enfoncé entre l'Est et l'Ouest. C'est, comme vous le savez, le lieu de bataille entre l'Est et l'Ouest. Jusqu'en 1989, il y avait, évidemment, c'est une figure de style, la bonne partie de l'Afrique qui était à l'Ouest, soutenue par l'Occident, et puis il y avait la mauvaise qui était soutenue par l'Union soviétique. Les choses étaient simples. Il y avait d'un côté le bien et de l'autre le mal. Tout est devenu compliqué avec l'effondrement du mur de Berlin et la disparition de l'ennemi prévisible et préféré, qui était précisément le bloc de l'Est. Comment, dans ce cas, aujourd'hui, penser à un renouveau de la puissance africaine avec la nouvelle donne internationale qui est la nôtre aujourd'hui? Comment réinventer une posture de puissance, car c'est bien là l'enjeu, une posture de puissance en procédant à l'aggiornamento stratégique que le basculement du monde vers l'Asie, notamment toute l'Afrique australe, rend nécessaire. On verra en prenant l'exemple de la Chine, vous verrez que ce basculement n'est plus un basculement. La Chine est le premier investisseur aujourd'hui en Afrique. Le continent eurasiatique redevient, après un sommeil de 3 siècles, le pivot du monde. La puissance africaine peut-elle échapper à cette hégémonie? Et si oui, comment? En prenant appui sur quels points concentriques, afin de définir une véritable politique de puissance qui ne soit plus une puissance de pays, une puissance nationale, mais qui soit une puissance internationale, la puissance d'un continent. Pourquoi? Parce que tout simplement, la puissance maintenant excède largement les frontières territoriales qui, comme vous savez, ont été imposées par la colonisation en 60, n'est-ce pas, en 56, 60, un petit peu avant pour certains pays, et qui ne correspond absolument pas, comme vous savez, aux peuples qui composent les États africains. Au point où de nombreux acteurs secondaires, on le verra dans les relations internationales, excèdent complètement la dimension territoriale du pays. Il s'agit donc d'un effort continu pour à la fois maintenir et accroître la puissance africaine parmi les autres continents. Alors, comment faire? Quelle peut être la place de l'Afrique dans le concert des continents aujourd'hui? Quel est le statut de la puissance africaine aujourd'hui? Est-ce une grande ou une moyenne puissance? Banalisée en termes démographiques. Nous n'avons pas encore atteint le milliard. Quelle peut être la puissance de l'Afrique après le désastre de 1940 qui vit les Africains se rendant compte que les puissances coloniales n'étaient pas aussi fortes qu'elles le pensaient? Quelle peut être la puissance de l'Afrique après le succès des guerres coloniales qui a conduit aux indépendances? De façon d'ailleurs très hachée. Tout le monde pense que les indépendances c'est 60 en réalité. Rappelez-vous, Tunisie, Maroc, 56, Guinée-Conakry, 58, les premières révoltes à Madagascar, 1947. Donc ça veut dire que les revendications indépendantistes ne sont pas nées comme ça entre 56 et 60. Comment contenir ou expliquer le tropisme africain actuellement vers l'Est, qui se voit par la construction non seulement des aéroports, des hôtels, mais aussi des stades, mais aussi de plein de choses? Comment contenir le réveil de l'Inde? Car n'oublions pas que les Indiens, et pas simplement les Hindous, sont présents en Afrique australe, dans la plupart des pays, historiquement. L'Afrique est une petite puissance du point de vue démographique. Quelques centaines de millions d'habitants, le milliard n'est pas atteint. Le monde bipolaire s'est effondré. Tous les modèles actuellement sont obsolètes pour penser l'originalité africaine actuellement. L'Afrique doit résoudre plusieurs problèmes. Tout d'abord, elle doit gérer
l'héritage colonial, qui n'est pas encore digéré. Pourquoi ? Parce que les acteurs de premier rang, les acteurs des relations de cette époque sont pour la plupart encore au pouvoir. Je pense à l'Algérie par exemple. Donc il faut attendre effectivement un changement de génération, peut-être pour voir apparaître une révision de l'héritage colonial. L'héritage colonial, mais aussi l'indépendance nationale nouvellement constituée au sein d'une interdépendance africaine. Et on le verra avec tous les sous-systèmes qui ont été mis en place. L'indépendance nationale au sein d'une interdépendance africaine qui finalement limite mon indépendance nationale. Et qui remet en cause l'idée du territoire national, issu des indépendances comme un espace clos. On le verra avec l'exemple du Mali. L'exemple du Mali n'est pas un problème malien. Le concept de frontière naturelle, qui a été jusqu'à la chute du mur de Berlin, à peu près respecté par la sanctuarisation militaire. La plupart des chefs d'État africains étaient des militaires, du moins la première salve, s'est effondré tout simplement devant l'arrivée du terrorisme, qui ne date pas d'aujourd'hui, qui date au moins des années 90. Et pourtant, l'idée de panafricanisme, l'idée de puissance du continent africain, c'est une idée que l'on trouve à la fois dans les pays africains francophones et dans les pays africains anglophones. Ça veut dire que c'est comme si les pays africains avaient hérité, du point de vue francophone, de l'idéal de la Révolution française de 1789, à savoir qu'en effet, il y a un homme africain. Ça veut dire qu'il y a une unité africaine du point de vue de la puissance à revendiquer et à exposer. Même chose, mutatis mutandis, avec les anglophones. Les anglophones considèrent en effet que les Africains anglophones, ils ont des choses à dire en tant qu'Africains anglophones. Ce qui n'est pas exactement pareil avec les Africains francophones. Je vous rappelle qu'à propos du Mali, le Nigeria voulait intervenir, on lui a dit surtout pas. Donc le Nigeria, c'est pas l'Afrique francophone, c'est l'Afrique anglophone. Donc ici, il y a bien l'idée d'une projection continentale de la puissance à travers des sous-ensembles. Ça veut dire que l'Afrique n'a pas renoncé à la vision héritière de 1789 ou de la Magna Charta anglaise d'un impérium quelque part, d'un impérium africain. D'où la multiplication des conflits auxquels on assiste depuis 25 ans. D'abord aux confins de l'Empire. Mais cette multiplication des conflits, quand on connaît la carte des royaumes africains du XIXe siècle, recoupe exactement les anciens royaumes africains. C'est absolument frappant. Ça veut dire qu'ici, les conflits actuels font fi des frontières héritées de la puissance coloniale. Et nous savons bien qu'on est d'abord Sérère ou Wolof avant d'être Sénégalais. On est d'abord Bété ou Baoulé avant que d'être Ivoirien. On est d'abord Merne, Ouve, Betsileo avant que d'être Malgache. On est d'abord hindou de la caste des Veish avant d'être Mauricien. On est d'abord Kosa, Zoulou ou Ndébélé avant que d'être Africain du Sud. Ne pas le comprendre, ne pas le savoir conduit à de graves erreurs en géopolitique et à l'incompréhension totale de la façon dont la puissance s'est répartie à travers le continent africain. Ça veut dire qu'ici, la redéfinition d'une posture de puissance oblige donc à redéfinir le rapport avec le territoire national. Qu'est-ce qu'un territoire national ? Quand les frontières, si vous êtes allé en Afrique, vous le savez bien, on passe d'une frontière à une autre, on ne sait pas quand on la franchit, quand on est à pied, quand on est en jeep, quand on est... Autrement dit, la frontière, ce n'est pas un poste frontière comme nous avions dans notre vieille Europe. Comment définir une posture de puissance avec un territoire national qui n'est plus national ? Ce qui s'est passé récemment, comme vous savez, en Côte d'Ivoire, ça va probablement atteindre, c'était l'objectif, le Sénégal. Sénégal-Côte d'Ivoire, c'est quand même pas à côté. Et pourtant, ça veut dire qu'ici, les problèmes sont continentaux. Les problèmes ne sont plus nationaux. Il y a donc la difficulté à redéfinir une posture de puissance nationale alors que l'ère des grands fondateurs de ces pays a disparu. Les premières générations de chefs d'État africains, le président Léopold Sédar Senghor, le président Houphouët-Boigny, Lumumba, le premier Mobutu, Bourguiba, Hassan II, Julius Nyerere,
le premier président Kenyatta, Jomo Kenyatta, et pas son fils aujourd'hui, Gamal Abdel Nasser, Habib Bourguiba et tant d'autres, le président de Sierra à Madagascar, c'était d'abord et avant tout des nationaux, quitte à allier leur nation avec d'autres nations. Mais c'était d'abord et avant tout des nationaux. D'où l'idée de pan-arabisme après, ou de panafricanisme. Mais pour être pan quelque chose, il faut d'abord partir des partis. Et les partis, c'était justement les nations. Cette idéologie a vécu, elle est morte. Notons que la nature fait bien les choses, comme le disait l'autre, puisque, entre guillemets, la plupart la chute du mur de Berlin a coïncidé avec la mort ou la disparition des premiers dirigeants africains, pratiquement dans les 5 années qui ont suivi. Ça veut dire que nous sommes confrontés aujourd'hui à la fragmentation d'un grand ensemble, et cette fragmentation, sur le continent africain, on a essayé d'y résister. Comment est-ce qu'on a essayé d'y résister? En faisant des institutions. L'Union africaine, qui est une superstructure, la communauté des États africains de l'Ouest, par exemple. On a inventé un siège à Addis Abeba, on a inventé un ensemble qui était censé dominer les sous-ensembles. Mais on a aussi inventé la posture de puissance ne voulant pas, comment dirais-je, s'épuiser d'elle-même, on a inventé des sous-ensembles. Comme si la puissance, en tant qu'unité, avait quelque velléité de ne pas apparaître comme puissance. Donc on a inventé des sous-ensembles. On a inventé de multiples organisations intégrées. La SADC, le COMESA, Indian Ocean Rim, la Commission de l'océan Indien, la CEDEAO, etc., etc. Ces sous-ensembles, au fond, ce sont des sous-ensembles qui diluent la puissance. On le verra avec l'exemple du Mali, c'était frappant. Ça dilue la puissance, ça veut dire que l'Afrique n'est pas encore une puissance en tant qu'unité. Pourquoi? Parce qu'elle a délégué sa puissance à des sous-ensembles régionaux. Comparaison n'est pas raison, mais le problème de l'Europe est aujourd'hui le même. Hein. Donc, j'aimerais faire cet exposé en 3 points. Je serai beaucoup plus rapide. Hein. Il y a déjà 10 minutes de passé, que dis-je plus. D'abord, j'essaierai de voir comment était maintenue la puissance africaine dans un monde bipolaire. Ça sera mon premier point. Deuxième point, j'essaierai de voir comment redéfinir une puissance africaine avec la nouvelle norme internationale. Troisième point, j'essaierai de voir comment redéfinir une posture de puissance, c'est-à-dire la difficulté que l'on a actuellement de procéder justement à cet aggiornamento stratégique. Donc, comment a été maintenue la puissance africaine dans un monde bipolaire? Premier point, c'était simple. C'était simple pourquoi? Parce que la redéfinition d'une posture de puissance en 1960, après les indépendances, et la politique de défense, d'abord de Pierre Mendès France, Tunisie-Maroc, puis de Gaulle, Mendès France accordant un parapluie militaire à ces pays nouvellement constitués qu'étaient la Tunisie et le Maroc. Cette politique de puissance s'est faite par des accords militaires de coopération. Les anciennes colonies ont eu des accords de coopération culturelle, coopération militaire, en vue de défendre les nouveaux régimes issus des indépendances. Pourquoi? Parce que l'objectif était de la part de Gaulle, d'abord de Mendès France, mais bon, comme vous savez, il n'est resté que 9 mois, et de la part de Gaulle, l'objectif était de faire oublier, évidemment, le désastre de 1940, et puis le fait que ces pays avaient demandé leur indépendance et l'avaient obtenue. Donc il fallait réinstaurer une mystique de la puissance en s'appuyant sur l'indépendance nationale. J'ai retrouvé récemment une des dernières lettres du président Coty, le dernier président de la 4e République, qui parle toujours de la France d'outre-mer et de l'Union française, dans laquelle il inclut tous les pays africains. Nous sommes en 1958 quand même. Ça veut dire qu'ici, la puissance a été une puissance militaire. Accord de coopération, plus ou moins secret, la plupart étaient secrets. La puissance africaine était une puissance militaire de coopération avec l'ancien colonisateur. Cette puissance ici, elle allait bien. Pourquoi? Parce que la plupart des chefs d'État africains étaient des militaires. La fonction tribunicienne des premiers chefs d'État africains allait de pair, en effet, avec des gens qui avaient été formés, pour les meilleurs d'entre eux, entre guillemets, à Clausewitz. Donc la puissance, c'était la réinstauration de la grandeur militaire à partir de cette fonction tribunicienne
à travers la centralité du militaire. Le militaire a été la cellule, l'architecte en tout cas, des 10 premières années des indépendances africaines. Le nombre de coups d'État militaires est impressionnant entre 60 et 73. Pourquoi est-ce qu'il est impressionnant? Parce qu'il est systématique. Les premiers présidents sont élus, les seconds ont fait un coup d'État. Il est systématique. Pourquoi? Parce que la symbolique militaire est une symbolique qui représente la puissance de la souveraineté nationale, de ces nouveaux pays en quête d'identité, à travers des frontières héritées certes du colonialisme, qui, comme vous savez, ne respectaient pas les anciens royaumes. Bon. Il y a peut-être que l'Afrique du Sud qui à peu près représente les anciens royaumes. Royaume Zoulou, royaume Xhosa, Ndébélé. Peut-être que l'Afrique du Sud est le seul pays, effectivement, où les anciens royaumes sont représentés. On n'a pas trop changé les frontières. Puis les îles, évidemment. N'oublions pas que l'Afrique, c'est aussi des îles. Madagascar, bon, voilà. Mais pas seulement. Les Seychelles, les Comores, le Cap-Vert, une des Guinées, etc., etc. Donc ici, comment la puissance peut-elle s'opérer à travers des peuples qui sont disséminés entre des pays différents et des nations différentes, éparpillés dans des pays nouvellement créés? Il y a des lobbies au sud du Burkina Faso, il y a des lobbies au nord du Togo. On est d'abord lobby, hein. On est ensuite togolais, mais on appartient au peuple lobby. Ça veut dire que comment réinstaurer la puissance lobby, vous voyez bien, c'est un vrai problème. Le royaume n'existe plus. Si l'Afrique a connu tant de crises durant les 15 premières années avec la rapidité et la succession que l'on connaît, c'est parce que les armes avaient été défaites par impréparation théorique. Pourquoi? Parce que la plupart des auteurs de coups d'État avaient été formés à l'école militaire française. Sous-officiers, pour les moins bien lotis d'entre eux, officiers, pour les mieux lotis d'entre eux. Or, ce qui était enseigné à l'époque à l'école militaire, c'était les schémas des années 30. Hein. Donc, effectivement, les soldats africains devenus officiers africains, devenus d'abord français, puis ensuite devenus chefs d'État africains, n'ont fait que reproduire les schémas, effectivement, qu'ils avaient appris. Le président Yadema, Bokassa et tant d'autres, sous-officiers, officiers, ils réintroduisaient la posture de puissance à travers ce qu'ils avaient appris à l'école militaire du 7e arrondissement. Ça veut dire que, au fond, le colonialisme a continué sous la forme de la puissance. Pourquoi? Parce que précisément, ceux qui étaient en charge des pays africains avaient une éducation qu'ils avaient reçue dans l'ancienne puissance coloniale. Alors on peut comprendre, par exemple, le programme nucléaire des années 60, dans l'Algérie nouvellement indépendante, les essais nucléaires au Sahara jusqu'en 66, la sortie de la France du commandement de l'OTAN en 66. Pourquoi? Parce qu'il fallait à tout prix effacer du point de vue de l'ancienne puissance coloniale l'effondrement de 1940, et donc lier les pays africains nouvellement indépendants avec des accords militaires où, au fond, chacun trouvait l'expression de sa puissance. L'ancienne puissance coloniale et les nouveaux pays indépendants, afin de montrer justement que ces pays avaient retrouvé une puissance perdue et que la France retrouvait de la puissance par justement la puissance du continent africain. Il s'agissait de donner à l'arme militaire la traduction politique d'une restauration de puissance afin de négocier les dividendes de la paix à l'époque de l'opposition entre l'Est et l'Ouest. Pourquoi? Puisque, comme vous savez, le concept de dissuasion ne servait pas évidemment à attaquer ni à défendre, mais le concept de dissuasion nucléaire avec les sous-marins nucléaires français qui étaient dans les parages servait à dissuader tout simplement des guerres possibles. La guerre devenant, selon le mot du stratège Poirier, hautement improbable car hautement impossible. Le monde bipolaire accentuait ainsi la redéfinition d'une posture de puissance. Cette redéfinition d'une posture de puissance, pourquoi est-ce qu'elle était redéfinie? Parce que paradoxalement, la puissance des pays africains n'avait de puissance qu'au sein de l'opposition entre l'Est et l'Ouest. Donc ce n'était pas véritablement une puissance. C'était une puissance déléguée, puissance secondaire. Il fallait rester dans le jeu entre l'Est et l'Ouest. On accordait à des pays une certaine puissance à condition qu'ils demeurassent dans l'orbite soit de l'Ouest, soit de l'Est. L'échec de Suez avait bien montré que la puissance européenne, française et anglaise, était toute relative. Et donc maintenant, on passait à un nouveau champ de puissance qui était les États-Unis d'Amérique d'un côté et l'Union soviétique de l'autre. Toute la question a donc été pour l'Afrique d'autonomiser son pouvoir de décision
et de souveraineté à travers l'arme des hydrocarbures, à travers l'arme des matières premières. Avant 1973, le Gabon, l'Angola pour le pétrole et pour le gaz, le Niger avec l'uranium, l'Algérie avec le gaz, ça depuis le début, ont bien montré à l'ancienne puissance coloniale que la puissance était maintenant de leur côté. La puissance de l'Afrique, en conséquence, s'exerçait alors dans le décalage, le démarquage de la superpuissance. Dès qu'il y avait une interstice, une faille, eh bien, l'Afrique se démarquait, hein, le mouvement des non-alignés, les velléités de Nasser, de Bourguiba, avec Tito et d'autres, avec Nehru. Hein. Tout cela était accentué par la concurrence des anglo-saxons sur le continent africain, qui ont essayé, comme vous savez, de torpiller le mouvement des non-alignés pour imposer leur puissance. À l'est de l'Afrique, Afrique australe, et puis surtout, comme on le voit depuis une dizaine d'années, Afrique centrale, Afrique des Grands Lacs. Ça veut dire que les Américains n'intervenaient pas directement, évidemment, en Afrique. Ils n'intervenaient que lorsque leurs intérêts géostratégiques étaient menacés. Ils ont soutenu le maréchal Mobutu, puis comme Mobutu n'a plus servi, bien, ils s'en sont débarrassés. Ils n'y servaient plus à rien. L'Est et l'Ouest, c'était terminé. Ou alors ils déléguaient à Israël, notamment dans la région des Grands Lacs. N'oubliez pas qu'il y a un Premier ministre israélien qui s'appelait Lévi Eshkol, en 1966, qui était, on l'appelait le marathonien de l'Afrique. Il passait son temps à faire des voyages en Afrique. Israël, c'était effectivement l'Éthiopie, c'était cette région stratégique, c'était le Kivu, c'était le Rwanda, c'était etc., etc. Les Américains déléguaient leur puissance à un pays de la région. La puissance prenait également la forme de la construction juridique africaine sous la forme de l'Union africaine, car elle permettait à l'Afrique de rappeler d'abord qu'elle avait payé le prix du sang pendant la Seconde Guerre mondiale, et elle permettait aussi et surtout d'exister dans les relations internationales, dans le concert des relations internationales. Non seulement parce qu'elle détenait des hydrocarbures, du gaz, du bauxite, du manganèse et autres cuivres, mais parce que tout simplement, les chefs d'État africains indépendants ont eu le génie, pour les plus grands d'entre eux, de jouer un coup à l'ouest, un coup à l'est. Ils n'étaient pas contents de l'ouest, ils draguaient vers l'est, ils n'étaient pas très contents de l'est, ils draguaient un petit peu vers l'ouest, et finalement, ça a tenu qu'à jusqu'en 1989. Il y avait cette idée visionnaire, quelque part, que la France plus l'Afrique, ça pouvait être la première puissance mondiale. Je vous rappelle que dans 20 ans, le continent africain sera le premier. Si on se coupe de nos racines africaines, parce que je vous rappelle que le premier homme était noir, comme le dit mon parrain Yves Coppens, on va effectivement perdre, nous, beaucoup de notre puissance. La légitimité de la politique extérieure était de restaurer la politique de grandeur par la mainmise sur les hydrocarbures, par le développement économique, autrement dit, par une logique de puissance dont l'objectif était justement de s'adapter à ce monde qui était en train de changer. Eh bien, ça sera l'objet de mon deuxième point. En effet, comment redéfinir une puissance africaine après la chute du mur de Berlin? La posture africaine était bien adaptée au monde bipolaire. Un coup à l'est, un coup à l'ouest. Et puis, cette posture de puissance est devenue obsolète avec la fin de l'Union soviétique et la fin, entre guillemets, de ce qu'on a appelé la France-Afrique. N'oubliez pas que la France-Afrique est un terme qui a été inventé par les services secrets britanniques, il y a 30 ans. Ça veut dire qu'ici, l'influence africaine a augmenté à partir du moment où les deuxièmes générations de chefs d'État africains ont voulu prendre leur destin en main, ont voulu refuser d'être un simple coin enfoncé entre la puissance américaine et la puissance soviétique, qui, de façon assez étrange, par exemple, l'Allemagne avait depuis 1914 abandonné le Togo et la Tanzanie. Quand on lit les mémoires de l'ancien ministre des Affaires étrangères du chancelier Kohl, et quand on lit des textes qui ont été publiés depuis, on s'aperçoit que pour contrer l'obsession de François Mitterrand à vouloir absolument garder la ligne Oder-Neisse de la frontière allemande, certains avaient dit, puisque c'est comme ça, on va aller embêter les francophones, on va réintroduire des accords politiques, des accords militaires, des accords économiques avec le Togo, ancienne puissance allemande, ou avec l'ancien Tanganyika, ancienne puissance allemande. C'est intéressant, ça. Ça veut dire qu'on voulait rejouer ici une posture de puissance sur un continent que l'Allemagne avait quitté depuis très longtemps. Donc, comment redéfinir une nouvelle posture de puissance? Eh bien, tout d'abord, par ce qu'on a appelé la démocratisation.
Le président Mitterrand, discours de La Baule, rappelez-vous, juin, discours de juin. On veut, dans la deuxième génération, on veut, à l'occasion de l'effondrement du système bipolaire, le discours de La Baule de juin 1990 est un discours qui essaye de répondre à l'effondrement du bloc en cours. Pourquoi ? Parce que les premières générations de chefs d'État africains vont mourir ou vont disparaître. Il faut donc prendre acte de la puissance, de l'arrivée, si vous voulez, de la puissance africaine. Au fond, le discours de La Baule, c'est une façon de prendre acte de la puissance africaine. Pourquoi ? Parce qu'on ne va pas imposer des schémas occidentaux à des pays qui sont plus vieux que le nôtre. Donc en réalité, la non-indexation du franc CFA sur le franc français en 1994, plus le discours de La Baule, c'était bien prendre acte de la naissance d'un nouveau géant qui était en cours. Essayons de faire cette lecture. Je vous rappelle que François Mitterrand, son plus grand souvenir dans sa vie politique, c'était quand il avait été ministre de la France d'Outre-mer, dans les années 50. C'est le plus grand souvenir de sa vie. C'était quelqu'un qui aimait l'Afrique. Bon, il connaissait l'Afrique. De Gaulle à Jacques Chirac, ils connaissaient tous l'Afrique. Donc ici, le monde étant devenu multipolaire, comment garder le même outil de puissance alors que les conflits se multipliaient, soit à la périphérie du continent africain, Somalie, Somaliland, soit au cœur même du continent africain, au Rwanda, Kivu, Soudan, Sud-Soudan, Somalie. Les enjeux stratégiques qui visaient à remodeler l'Afrique par l'antagonisme des puissances faisaient que les Africains demandaient par exemple le juste prix des matières premières. Ça veut dire qu'ici, les pays anglophones également. Le vecteur essentiel de la puissance politique africaine était donc, à partir des années 90, la dissuasion avec le prix des matières premières, le financement des campagnes électorales politiques françaises, tout le monde le sait, mais aussi la distance progressive prise par une véritable industrialisation du continent. Je dis toujours à mes étudiants, quand certains pensent que l'Afrique est encore un continent sous-développé, je leur dis quand on survole en avion Johannesburg, je peux vous dire que ça prend un certain temps. Et quand on est à 80 km de Joburg, on voit encore Joburg éclairé la nuit. C'est pour vous donner un peu l'idée de ce qu'est une grande ville africaine. Allez à Lagos, Paris vous semble un village à côté. Donc, le vecteur essentiel de la puissance africaine a été la nouvelle industrialisation, les liens ténus de plus en plus avec les anciennes puissances coloniales, mais l'apparition d'un nouveau vecteur de puissance qu'on appelle le terrorisme, qui est apparu effectivement dans les années 90. Alors bon, j'avais prévu quelque chose sur le Mali, il y a un conférencier qui en parle en même temps, donc je ne vais pas parler trop longtemps. Mais vous voyez l'exemple du Mali, le bière à 3 bandes, la puissance des Touaregs, Tamashek, revendication d'un pays qu'on aimerait voir, un pays Touareg, l'Azawad, en réalité répartition subtile de la puissance. D'un côté, la diplomatie est laissée aux Touaregs, de l'autre, on laisse les salafistes occuper le terrain, parce que tout simplement, vous le savez bien, dans cette région du monde, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a effectivement une économie informelle qui est très importante. Donc ici, voici premier exemple. Deuxième exemple, comme vous savez, la Chine. La Chine est devenue en 2015 le premier fournisseur de l'Afrique. Les échanges avec le continent sont supérieurs à 100 milliards d'euros. L'Afrique est le premier fournisseur, la Chine, est le premier fournisseur de l'Afrique, où elle importe massivement du cuivre, du cobalt, etc., etc. Donc la posture africaine de puissance a bien changé. Comment donc cette posture va-t-elle aujourd'hui devenir actuelle, devenir puissante ? Eh bien, tout d'abord, peut-être faudrait-il refaire le lien, ce qui existe aujourd'hui entre les pays d'Afrique de l'Est, refaire un lien entre l'Afrique australe et l'Inde. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément d'Indiens dans toute l'Afrique australe. Je vous rappelle, au cas où vous auriez oublié, que Gandhi, n'est-ce pas, il est d'Urban, d'Afrique du Sud. Le fameux train où on lui a refusé l'accès, il était à Durban, en Afrique du Sud. Gandhi, c'est à Durban, en Afrique du Sud, qu'il a eu cette idée de la non-violence.
Donc, vous voyez bien un petit peu. Il y a une très forte communauté indienne à Durban, à Cape Town par exemple, toujours aujourd'hui. Bon. Donc, retrouver une posture de puissance, troisième point, ça serait adapter cette puissance aux nouveaux systèmes de sécurité régionaux, subdiviser eux-mêmes en micro-sous-systèmes, partenariat avec l'Union du Maghreb arabe, l'Union africaine avec des sous-ensembles, SADC, COMESA, etc., etc., Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, Afrique du Sud. Bref, actuellement, il manque un organe central de régulation de cette puissance. Pourquoi ? Parce que la puissance est donc disparate. Pourquoi est-ce qu'elle est disparate ? Parce qu'il n'y a pas encore d'unité. La puissance africaine est médiatisée avec des sous-ensembles. Elle ne contrôle pas véritablement ce qui se passe. Rappelez-vous l'affaire du Mali, à l'époque où il y avait le président Blaise Compaoré. L'Union africaine délègue à la CEDEAO. CEDEAO, c'est 15 pays. Mais dans ces 15 pays, il n'y a que 3 armées efficaces. Et devant la division, qu'est-ce qui se passe ? C'est la France qui va intervenir. Union africaine, CEDEAO, on demande. La Côte d'Ivoire venait de sortir d'une épreuve, donc elle était un petit peu hors jeu. Qu'est-ce qui restait ? Le Nigeria. Le Nigeria, les pays francophones n'en voulaient pas. Le président sud-africain Jacob Zuma a voulu intervenir. On lui a fait comprendre, les pays africains francophones lui ont fait comprendre que c'était pas sa zone d'influence. Donc qu'il reste en Afrique du Sud pour précisément essayer de gérer un petit peu les problèmes et de jouer le rôle de médiateur dans les pays du sud de l'Afrique et non pas dans les pays de l'Ouest. Donc ici, la redéfinition d'une posture de puissance est le problème absolument central aujourd'hui. Alors, comment pourrait-il se faire ? Eh bien, de deux choses l'une. Ou bien, l'Afrique comme puissance va devenir une fédération, c'est-à-dire va choisir politiquement avec un système de puissance la fédération, ou bien au contraire, elle va choisir une confédération. Ça veut dire qu'il n'y a pas de consensus dans ce monde de pluripuissance aujourd'hui. La relecture de l'identité politique actuellement africaine, c'est effectivement le choix entre une unité, au fond réinstaurer les grands empires, ou au contraire, une dilution de la puissance à travers, au fond, l'évanescence des sous-systèmes de sécurité globale qui font que les systèmes de puissance sont complètement délayés. Ils sont tellement délayés, justement, qu'il manque précisément une unité. Donc, quelle peut être la spécificité de la puissance africaine sur la scène internationale ? Eh bien, c'est l'idée de régulation des puissances. Alors, effectivement, l'Union africaine délègue, je viens de prendre l'exemple du Mali, mais prenons l'exemple de la crise malgache. La crise malgache est intéressante. L'Union africaine a montré son impuissance. Elle a délégué le problème à la Commission de l'océan Indien. Et c'est la Commission de l'océan Indien qui faisait des allers-retours entre le président Marc Ravalomanan, qui était en exil en Afrique du Sud, entre l'ancien président Ratsiraka, qui était à Paris, et puis André Joël, qui était le président de facto ici. C'est la Commission de l'océan Indien qui a résolu le problème. Ce n'est pas l'Union africaine d'Addis Abeba. Donc ici, une des possibilités, ça serait en effet la régulation des puissances, soit par des relations bilatérales, soit par des relations multilatérales, mais en tout cas, la stabilisation de la puissance africaine passe par une mutualisation de ces puissances afin d'affirmer précisément le rôle énorme que va avoir le continent africain dans les 2 prochaines décennies. Il s'agit d'affirmer l'idée d'un condominium de puissance en montrant que les pays africains sont plus unis que divisés. Pourquoi ? Parce que justement, la puissance africaine est une puissance très forte quand elle est unie. Vous voyez l'exemple de la dernière élection de la francophonie. C'est parce que les Africains ont été divisés que le poste a échappé pour la première fois à l'Afrique. Et qu'une Canadienne, fût-elle d'origine haïtienne, a effectivement été responsable de la francophonie. Donc ici, vous voyez bien l'idée. L'idée, c'est que la puissance africaine soit reconnaît le leadership d'un de ces puissants États, conclusion, on me fait signe d'arrêter, je vais arrêter, soit reconnaît le leadership donc d'un de ces États, soit au contraire rentre dans le jeu de la mutualisation, soit dans le cadre d'un accord régional, soit dans le cadre d'un accord géographique, soit dans le cadre d'un accord politique,
politique, pourquoi pas élire un jour un président africain, hein? Non, mais nous avons le même problème donc en Europe. Bref, il ne faudrait pas que l'Afrique reste encore, comme le disait Henry Kissinger en parlant de l'Europe, l'Europe qui est le numéro de téléphone. Hein. Il ne faudrait pas qu'un jour on puisse dire l'Afrique qui est le numéro de téléphone. C'est qui l'Afrique, hein? C'est qui l'Afrique? Eh bien, l'Afrique, ça doit devenir effectivement soit une Afrique supranationale, soit une Afrique qui soit une Afrique confédérée, abandon ou non des souverainetés nationales, puissance à géométrie variable, bref, ou bien l'Afrique puissante se fera au détriment des nations, retour donc à un empire, ou bien au contraire, l'Afrique comme puissance nationale reviendra à une conception à minima, ce qu'on trouve en Afrique de l'Ouest, à savoir qu'au fond, l'Afrique c'est simplement un libre marché. Hein. Un libre marché pour des marchandises. Mais on a le même problème donc, en Europe. Il faut donc que l'Afrique ici décide, en effet, d'elle-même. La puissance africaine doit donc considérer la médiation de sa puissance actuellement à travers d'autres puissances. Et c'est une chance et ce n'est pas une contrainte. Et c'est pour ça que la redéfinition d'une posture de puissance africaine est à ce prix. Je vous remercie. Alors merci à vous. Nous allons maintenant passer aux questions. Donc, qui a des questions? Bonjour, merci. Je voulais approfondir le point d'un éventuel fédéralisme de l'Afrique qui me semble assez difficile quand on voit déjà que 28 pays de l'Union européenne ont du mal à se mettre d'accord. Alors on imagine mal 54 pays en Afrique se mettant d'accord. Donc je pense qu'il faudrait plutôt penser le problème de l'Afrique en termes d'abandon de l'assistanat que nous, occidentaux, délivrons à l'Afrique au travers des ONG, de l'ONU, etc. Et plutôt délivrer une plus grande indépendance à l'Union africaine, à la CEDEAO, etc. Et donc je pense que c'est ça le problème. C'est délivrer à l'Afrique les moyens d'avoir une puissance sur son territoire, aussi bien militaire, économique, etc. Et donc voilà, moi c'est plutôt comme ça que je vois le problème, et pas en instaurant une fédération qui me semble pas très réaliste. Impossible n'est pas africain, dirait l'autre. Je vais répondre à votre question. Je pense que la comparaison avec l'Europe n'est pas pertinente. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, vous avez des langues. Et les langues, ça unifie des peuples. Du sud de la Somalie jusqu'au nord de l'Afrique du Sud, sur la côte de l'Afrique australe, on parle Swahili, avec des variantes. Mais que vous soyez à Pemba, à Zanzibar, aux Comores, sur la côte malgache, vous parlez une langue qui est pratiquement la même. Ça veut dire qu'il y a déjà une unité par la langue. Il n'y a pas d'unité par la langue. Moi, j'ai vécu en Hongrie, vous savez, la Hongrie et la France, c'est très très loin. On est beaucoup plus proche d'un Africain que d'un Hongrois, parce que la langue n'est pas la même, tout simplement. La langue hongroise est une langue asiatique, qui vient d'un autre continent, une langue agglutinante. Quand vous êtes à Bamako ou à Dakar, on se sent chez soi, sans jeu de mots. Ça veut dire qu'on a une langue en partage. Et cette langue, je parle du français, mais je parle de toutes les langues qui sont les langues africaines. Les langues sont un véhicule extraordinaire, pas simplement pour le commerce, mais pour l'unité. Et voilà, si vous allez en Afrique, vous êtes frappé quand vous passez d'un pays anglophone à un pays francophone, on change de monde. On change complètement d'univers. On fait 10 km, on change de monde. D'un côté, on prend le thé à 5 heures, le gazon est bien ras, et de l'autre, on prend une bière et on fume une gauloise. Ça n'a rien à voir. Ça veut dire que vous avez déjà des langues qui ont unifié ce continent. Les langues, d'abord, les langues des pays africains eux-mêmes, et puis après, les langues de l'ancien colonisateur. Et ça, c'est un outil extraordinaire. Il y a quelque chose il y a un phénomène qui s'est passé il y a 10 ans, que personne n'a remarqué. Tous les prix littéraires français de l'année d'il y a 10 ans, pile, ont tous été attribués à des francophones non français. Ça veut dire que la langue française, maintenant, elle vit dans l'espace francophone. Elle ne vit plus dans l'espace français. Et ça, c'est un outil extraordinaire d'unification. Les chefs d'État africains, ils se parlent quoi? Si l'un parle lobby et l'autre cosa, ils vont se parler français. Bon.
c'est quand même plus simple. Bon. Prenons l'exemple de l'océan Indien. La présidente mauricienne, elle parle créole avec son homologue séchellois. Le créole est un petit peu différent, mais enfin, c'est bon. Ils se comprennent. La langue est un facteur d'unification. Prenez l'exemple micro-exemple qui est intéressant, je pense, c'est l'île Maurice. L'île Maurice, vous avez 5 populations différentes. Vous avez donc 5 langues différentes. Eh bien, comment tous les gens parlent? Ils parlent en créole. Et le créole est le facteur d'unification du pays mauricien. Prenez l'exemple de Madagascar. 17 peuples, 17 langues. Betsileo et le Houve, le Merne, voilà. Le gars de Tamatave, il ne parle pas la langue de Tana, de Tananarive. Hein. Bon. S'il ne parle pas les dialectes, entre guillemets, ce ne sont pas des dialectes, ce sont des langues, il parle français. Et là, tout le monde se comprend. Donc déjà, vous avez un processus d'intégration naturelle, entre guillemets, qui a été fait par la langue. Et je pense que c'est un atout extraordinaire. Que les nouvelles générations africaines, d'ailleurs, revendiquent. Hein, au fond, c'est le discours du colonialisme d'Aimé Césaire, c'est-à-dire qu'au fond, le colonisé a repris la langue du colonisateur et l'a fait sienne. Eh bien, vous avez déjà ce facteur d'unification, qui est déjà un facteur très important. C'est quelque chose qu'en Europe, on n'a pas, parce qu'en Europe, si on va en Allemagne, ils ne parlent pas allemand, s'ils ne parlent pas anglais, s'ils ne parlent pas français, qu'est-ce qu'on fait? Bon, vous avez cette unité, déjà, par les langues, qui est vraiment très importante. Voilà. Je pense que la langue pourrait être un outil justement d'intégration. Le français d'ailleurs est la langue de la plupart des sous-ensembles régionaux, en tout cas de l'Afrique de l'Ouest. Ouais. Merci beaucoup. Donc moi je viens du Sénégal. Je vous remercie quand même parce que je vois quand même vous aimez mon pays. Et moi, je vais revenir un peu sur un problème que vous avez développé et que je pense qu'il faut encore approfondir pour ceux qui sont ici et qui n'ont jamais fait l'Afrique. C'est le problème de l'héritage colonial. Donc je reviens un peu aux coups d'État qui ont été perpétrés et qui continuent à être perpétrés un peu partout en Afrique. Pas au Sénégal. Pas au Sénégal. Quoique ça a failli en 67, mais bon. Oui. Ouais, je reviens un peu pour vous dire quand même qu'il y a quelque chose peut-être que le professeur n'a pas développé, qu'il a brossé un peu. C'est pour vous dire que le colon a formé un peu son assise politique, son pouvoir sur le militaire quand ils sont arrivés. D'abord pour coloniser l'Afrique, ils ont créé des militaires. Donc au Sénégal, nous avons les Spahis. Après, on a créé les tirailleurs qui sont venus ici, qui ont été enrôlés. Et la vraie personne qui était considérée par les Français, c'était la personne qui avait porté la tenue et qui défendait la patrie française. Donc maintenant, en 1960, brusquement, on change de veste et on dit maintenant que le civil doit prendre le dessus sur le militaire. Et je pense que pour vous tous ici, vous savez que ça, c'est très difficile. C'est ce qui a occasionné, comme vous l'avez dit, vers les années 1965, jusqu'aux années 1975 et jusqu'à aujourd'hui, donc des coups d'État répétitifs dans presque tous les pays africains. Donc ça, c'est un problème qui est là. Et l'autre problème aussi, c'est que, comme je vous l'ai dit, la France avait envoyé des gouverneurs. Et c'était des gouverneurs militaires. Les Pinel-Laprade, c'est eux qui ont fait la guerre pour coloniser le Sénégal. Les Faidherbe, c'est eux qui ont fait la guerre pour coloniser le Sénégal. Allez-y au Sénégal jusqu'à présent, vous allez voir les gouverneurs, ils sont en tenue militaire parce qu'ils ont le képi. Ils ont le truc à l'image des gouverneurs, des préfets que vous avez ici. Et le siège de la présidence du Sénégal, c'est l'ancien bâtiment du gouverneur général. Du gouverneur général. Donc vous voyez déjà, tout ça, c'est une chose qui reste un peu dans l'esprit des militaires. Au Sénégal, on a échappé. On remercie Dieu quand même d'avoir une armée qui a un peu été au-dessus et qui a compris les enjeux, qui n'a pas cherché à être au pouvoir. Mais dans d'autres, c'était un peu difficile parce que ce civil qui était marginalisé ne pouvait plus être celui qui va être aux commandes. Et ça a occasionné beaucoup de problèmes pour l'Afrique. Et si on parle de la puissance africaine et le problème que mon ami a posé tout à l'heure, est-ce que c'est pertinent de parler de fédération en Afrique? Est-ce que c'est pertinent? Dans la mesure où, d'abord, nous n'avons pas de nation.
Quand on définit la nation, la volonté de vivre en commun, vous l'avez dit au départ, vous avez dit que le Sérère réfléchit en Sérère. Moi, je suis Sérère. D'abord, avant de réfléchir sénégalais, la chance que nous avons au Sénégal, c'est que le Wolof a pu unifier le Sénégal. Parce que tout le monde parle Wolof. Comme il vient de le dire, c'est une langue qui est au Sénégal qui a créé l'unité du pays. Dans tous les coins du Sénégal, les gens communiquent en Wolof. Donc ce qui fait que le Sérère, le Peul, le Toucouleur, tout le monde, on communique à travers cette langue et on se comprend. Et aussi, au Sénégal, les gens avaient créé une chose qui est géniale et qui continue, c'est le lien de cousinage. Si vous avez fait les pays, vous connaissez bien, qui fait que le Sérère est le cousin du Peul, qui est le cousin du Diola, et qui fait que ces gens ne peuvent pas se battre dans la tradition antique, parce que ce sont des frères. Le président Abdou Diouf, Wolof, marié à une Sérère. À une Sérère, voilà, vous voyez. Donc, ça fait que déjà, ça fait la stabilité du pays. Mais quand on sort de ce cadre un peu, on a des problèmes de nation, parce que les gens n'ont pas la volonté de vivre en commun. Si on remonte un peu au Sahel, on a une ligne qui coupe les pays en deux, entre le nord et le sud. Des populations arabes qui vivent avec des populations noires et qui n'ont pas les mêmes aspirations. C'est ça qui fait que le Mali est divisé. C'est ça qui fait que la Mauritanie a des problèmes entre son nord et le sud. C'est ça qui fait que le problème du Tchad aussi, c'est entre le nord et le sud. Donc ce problème nord-sud a été créé et créé sciemment. Comme vous l'avez dit, il faut bien diviser pour régner. Déjà en 1958, les Touaregs avaient demandé à ne pas être rattachés au Mali du Sud. Les gens l'ont fait sciemment sans prendre en compte ce phénomène. Et aujourd'hui, nous sommes en train de le régler. Et je pense que ce n'est pas encore réglé. On en a encore pour du temps. Mais peut-être ça va changer un jour. Merci. Merci de votre intervention. Mais c'est vrai, bon, je ne pouvais pas parler de tout. On m'a fait signe de m'arrêter, donc je me suis arrêté. Mais non, c'est vrai, bon, c'est effectivement le gros problème. Sauf effectivement au Sénégal. Sauf qu'au Sénégal, effectivement, il y a eu des velléités de putsch en 67. Et voilà. Et finalement, l'autorité du président Senghor et la démission de son Premier ministre ont rétabli l'ordre. Mais Senghor se méfiait beaucoup de l'armée. Hein. Il avait cantonné, ils n'avaient pas des bonnes soldes. Enfin, le président Senghor se méfiait beaucoup du militaire, justement. Donc, c'est peut-être pour ça que le Sénégal a tenu jusqu'à présent. Peut-être, je ne sais pas. S'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup en tout cas de vous être déplacés.